acompañarnos para este encuentro literario entre el autor Jean Buffan, quien es autor de Matemáticas Congolesas, que fue traducido al español por Editorial Elefanta gracias al programa de apoyo a la publicación del IFAL, y quien pudo venir a México gracias al apoyo del Institut Français de París. Esta noche también nos acompaña la autora Sara Lalipo Manica, quien también publicó su libro Independencias por Editorial Elefanta, y esta noche estarán en conversación con su editor Emiliano Becerril. Muchísimas gracias por acompañarnos, que disfruten el encuentro. Gracias. Disculpen la tardanza, ya saben, en el estrés y justo el tráiler que no pasaba y esas cosas en la Ciudad de México. Sara habla inglés y francés, John habla inglés y francés. Estamos en Casa Francia, entonces tiene en mano un poco el francés. Yo medio hablo francés, medio hablo inglés. Y estoy haciendo el tiempo a que John se ponga el traductor. No sé en qué idioma vamos a hacer esto. Luego vamos, je sais pas comment, dans quelle langue on va parler, anglais, français. Bon, je vais essayer de parler en français, parce que Sarah parle aussi. Je suis désolé pour mon français. Tiene que ser en francés. Toi t'es en français, bon. Et Sarah, elle peut répondre en anglais, si quelqu'un ne comprend pas. Je suis là. Merci beaucoup l'IFAL et l'Institut français parce qu'on a fait cette publication avec le soutien de ces institutions. Aussi, Lucrezia Orensainz AC, c'est la traductrice de deux livres. Je ne sais pas si Paulina AC, Paulina, bon. Jean, la première question, ça serait, tu m'as dit l'autre jour que tu as commencé tard à écrire et tôt à lire. Tu pourrais nous raconter un peu ça, pourquoi? Bonsoir, très heureux de vous voir ici. Donc voilà, la question, oui, voilà. J'ai commencé à écrire très tôt, j'ai écrit très tard. J'ai lu très tôt, j'ai lu, voilà, c'est ça. Et c'est dommage, je suis un peu encore en jet lag là, et on m'a réveillé pour venir ici, je faisais une sieste. Oui, c'est vrai, j'ai commencé à lire très tôt les romans. Et j'ai écrit très tard aussi les romans. Mais il y a une raison primordiale. Au départ, je n'étais pas destiné à écrire des bouquins. J'étais destiné à lire. Mais il se fait que ce sont des événements, disons, la littérature chez moi, c'est arrivé d'une façon un peu brutale quelque part. C'est pas vraiment un choix, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que je me suis mis à lire, et c'est les circonstances de la vie qui ont fait que je me suis mis à écrire. J'ai commencé à lire mon premier roman, je l'ai lu à 10 ans. Et dans quelles circonstances? Les circonstances en question, c'est la guerre. Je suis congolais. Je suis congolais, à 10 ans, on habitait, la famille et moi, on habitait dans le nord-ouest du Congo, dans une ville qui s'appelle Guémena. Une petite bourgade, comme personne ne connaît. On habitait là-bas, mais il y avait la guerre, il y avait une rébellion qui avait éclaté en 1964. Et un jour, il y a mon père qui me fait appeler, la guerre faisait rage. La rébellion avait commencé, c'était étendu dans tout le pays, et puis à un moment donné, le fief des rebelles, c'était dans l'est du Congo, dans la ville de Kisangani. Et les combats se sont concentrés du côté de Kisangani, et puis les rebelles ont été défaits, et ceux qui restaient sont remontés. Le Congo, c'est plus ou moins un carré, hein, donc de l'est, vous remontez, et puis vous filez vers l'ouest. Et en filant vers l'ouest, vous arrivez là, dans la ville où moi j'habitais, où ma famille habitait.
proche de chez nous. Et donc un jour, mon père m'appelle, il dit, écoute Jean, on était 3 enfants à l'époque, et il me dit, écoute, on est trop fouillé à la guerre avec 3 enfants, c'est un peu compliqué. Quand il y a 2 parents, 3 enfants, on peut en porter un, quand ça va plus, un deuxième, le troisième, ça va. Donc, le vieux m'a dit, écoute, on va envoyer ton frère et ta soeur en Belgique, et toi tu restes avec nous ici. Je suis ok, moi ça m'allait. Quitter les parents, c'est toujours plus, comme je préfère, à la limite, il y a la guerre, mais rester avec les parents, c'est quand même mieux. Même s'il y a la guerre, parce qu'ils sont là, ils vont vous défendre, ils sont là pour vous. Et puis voilà, c'est de l'amour aussi, quelque part. Donc moi, j'étais très content qu'ils ne veulent pas se débarrasser de moi, c'est parfait. Je me sentais privilégié, moi j'étais l'aîné de la famille. Et puis on a envoyé mon frère, ma soeur en Europe, à Bruxelles, en Belgique. Et moi je suis resté là, mais très vite, la tension ambiante faisait que le vieux a commencé à me raconter des histoires. Et étonnamment, ou pas étonnamment, ça allait de soi quelque part, il a choisi les mille et une nuits. Les histoires que Sherazade racontait à Harun al-Rachid pour ne pas mourir. Et ce sont les histoires que le vieux me racontait tous les soirs, à la lumière des lampes tempêtes, des lampes tempêtes, la lampe à pression, parce qu'il n'y avait pas de courant là-bas, il n'y avait pas d'électricité. Il me racontait des belles histoires, l'histoire d'Ali Baba et Carl, Yasmine, toutes ces histoires-là, toutes les histoires toute cette série des mille et une nuits. Il a commencé à me raconter des histoires. Mais à un moment donné, il s'est quand même dit que peut-être que je pourrais les lire moi-même. Et nous, on avait un mur à peu près comme ce mur-là, avec tous des ouvrages. Et moi, bon, j'avais 10 ans, donc j'avais, je sais pas, 1m40. Et donc 1m40, 1m50, parce que je suis plus grand, je suis assez grand, donc je devais peut-être avoir 1m50 ou plus, mais le fait de passer devant tous ces ouvrages tous les jours, ça me tentait très fort. Et ça avait, moi j'appelais ça, dans ma tête, j'appelais ça le mur de la connaissance. Et je passais devant et je regardais les ouvrages, mais je n'osais pas y toucher. Parce que c'était un papa, c'est quelque chose, les livres, c'est quelque chose d'assez sacré. Parce que lui, il les lisait. Il y avait tout le monde qui était là. Les Balzac, les Hugo, les Stendhal, les Steinbeck, Ski, Faulkner, tous étaient là. Moi, je voyais les noms. Je voyais les noms et c'était 64, donc 4 ans après l'indépendance du Congo. Et je trouvais que dans tous ces ouvrages, il y avait des blancs, en fait. Et moi, Et il y en avait un parmi ces ouvrages, un gars qui s'appelait Zola Émile. Et moi, j'étais persuadé que parmi tous ces blancs-là, il y avait un seul Congolais qui était Zola. J'étais sûr qu'il était Congolais, parce que Zola veut dire amour dans une des langues de mon pays, dans la langue Kikongo. Ça veut dire amour. Et le titre de l'ouvrage, c'était Nana. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Nana, une femme un peu légère, un peu vénale, je dirais. Peut-être pas légère, mais vénale. Et c'est un nom congolais aussi. D'ailleurs, dans Mathématiques congolaises, la copine du héros s'appelle Nana. Voilà, c'est un nom qui m'avait un peu... qui a forcément... où j'étais imprégné de ce nom-là, parce que c'est mon premier ouvrage. Et je me suis mis à lire cet ouvrage. Et après une page ou deux, je me suis rendu compte que j'avais été arnaqué par des Français. Parce que Zola n'était pas du tout congolais, il était français. Donc j'ai trouvé ça comme une certaine déception, mais le fait qu'on m'ait arnaqué, il fallait que je relève un certain défi. Et les histoires étaient quand même sublimes. Bon, là, c'était pas un livre d'envoi à mettre dans les mains d'un garçon de 10 ans. Si on parle de choses assez légères. Mais c'est ça qui a mis ce qui a mis le feu en moi et qui m'a fait lire toute la série de tous les livres de Zola, la série des Rougon-Macquart, etc. Et puis ce qui était important aussi, c'est que c'était la lutte des classes, la lutte sociale. Donc voilà, j'ai été habité par ces choses-là très très vite. Donc j'ai terminé tout Zola. Et puis je suis passé aux autres ouvrages. Donc voilà, ça a été la genèse de mon amour pour la littérature. Et j'ai lu beaucoup, j'ai lu, je lisais tout. Quand j'étais petit, je lisais tout ce qui me tombait par la main, sur la main, tout. Ça peut être un mode d'emploi, les notices des médicaments, la boîte de flocons d'avoir, je lisais tout ce qui était écrit dessus, je lisais tout, c'était devenu compulsif. Donc je lisais, pendant très très longtemps, jusqu'à l'année 94.
Donc j'habitais en Belgique, mais je savais qu'il y avait des problèmes, ça dit 1960. On quitte, donc on fuit cette guerre on fuit la guerre d'indépendance en 60. Je me retrouve en Belgique. Et puis ça, les histoires se calment au Congo, ça se calme, mais les parents se disent qu'ils vont un peu voir ce qui reste là-bas dans le pays. On avait des plantations de café, on avait des maisons, une maison. On est arrivé, la maison était détruite, la plantation de café avait brûlé, et là c'était plus rien. Donc on est resté là, et jusqu'en 64, là il y a la rébellion bouléliste qui se déclare, donc c'est avec l'histoire de Nana, 65, on quitte de nouveau le Congo, on se retrouve de nouveau en Belgique, puis le temps passe, je fais des études, etc., puis moi j'ai fini, je bosse un peu là-bas, je fais un peu 2-3 trucs, mais je voulais rentrer au Congo, je rentre dans le Congo en 83. Et puis, 90, il y a les systèmes de démocratisation en Afrique qui se mettaient en place un peu. Il y avait le président Mobutu à l'époque. Et là, ça commence à tirer un peu parce qu'on voulait la démocratie. Et quand on veut la démocratie, les dictateurs n'aiment pas ça. Donc, ils vous tirent dessus. Donc, 91, on nous tire dessus. J'envoie mes enfants en Europe parce que ma mère était restée là-bas. Quand on est parti en 65, elle était restée. Moi, je voulais rester en Afrique. Et donc, j'ai envoyé mes enfants chez ma mère en 91. Puis 93, ça tirait encore. Donc, 93, moi aussi j'ai suivi. Je suis arrivé à Bruxelles. Et donc, le temps a passé. Donc, juin 93, j'arrive à Bruxelles. Avril 94, il y a le génocide du Rwanda qui éclate. Le génocide éclate. Ça dure 100 jours. 100 jours de massacre. On a regardé ça comme tout le monde. J'ai regardé ça comme tout le monde devant mon téléviseur. Et j'ai vu des intervenants. J'ai vu des intervenants, des experts, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et des professeurs d'université, de telle université, telle université, mais parmi tous les intervenants, pendant les 100 jours, j'ai pas vu un seul Rwandais. J'ai pas vu un seul Rwandais. J'ai pas trouvé ça normal du tout. Moi qui venais d'arriver du Congo, voilà, je connais le Rwanda, etc. Mais ils n'ont même pas appelé un chercheur congolais ou quoi, rien du tout. Les Européens ont fait leur cuisine tout seuls sur l'Afrique. Et ça m'a choqué profondément. Je m'étais dit qu'il faut plus laisser les gens écrire notre histoire pour nous. Il ne faut plus laisser, parce qu'à l'ONU, les gens parlent pour nous partout. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans l'Afrique de l'Est. Et encore, il y a des gens qui veulent décider pour nous. En Afrique de l'Ouest, pardon. Et il y a des gens qui veulent décider pour nous. Donc c'est un peu cette démarche qu'on veut toujours décider pour l'Africain. Et chez nous, il y a un dicton qui dit que tant que les histoires de chasse seront racontées par les chasseurs, ce sont toujours les chasseurs qui vont gagner. Parce que les histoires, en général, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Et ça me... Non, je peux pas supporter ça. Je me suis dit, je vais écrire. Je vais écrire. Et comme ça, quand il y aura quelque chose qui se passera en Afrique ou au Congo spécifiquement, c'est moi qu'on va appeler. J'avais l'intuition que je savais écrire, parce que j'avais jamais rien écrit avant d'écrire mon premier ouvrage, j'ai jamais rien écrit. Rien. Chez mes amis écrivains, on trouve des papiers partout. Des projets d'écriture, des choses comme ça, des textes. Moi, j'ai rien. Même chez moi aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a aucun papier qui traîne, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire et c'était parti à partir de là. Et donc j'ai d'abord commencé par les enfants, parce que je m'étais dit les adultes, parce que quand je racontais mon histoire du Congo, qui était hyper dure, les histoires qu'on faire fuir mes enfants en 91, c'est la Légion étrangère qui les a sortis du pays. La Légion étrangère est arrivée à Kinshasa, et comme il y a des problèmes, comme en général quand il y a des problèmes comme ça, on envoie des troupes étrangères, et les troupes étrangères s'occupent des étrangers, et on les sort du pays. Et à l'époque, il y a ma mère qui était en vacances, elle avait le passeport belge puisqu'elle était restée en Belgique. Et, parce qu'à l'époque, je voulais même pas de passeport européen quand j'ai habité là-bas. Je voulais rester congolais, rester au Congo, quoi. Je voulais pas rester en Europe. Donc ma mère est en vacances, les choses éclatent, elle prend mes enfants, elle part avec eux en 91. 93, je suis. Et 94, le génocide éclate, moi je décide que je dois écrire. Et j'ai dit, je parle aux enfants d'abord. Parce que les enfants, je crois que c'est eux qu'il faut prévenir. Les adultes à qui je parlais, l'Afrique est toujours très loin, vous savez, quand on parle de l'Afrique.
l'Afrique, les gens difficiles à saisir. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne saisit pas vraiment tout ce qui se passe là-bas. On ne sait pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a plein de stéréotypes. Voilà, c'est parce que les Africains, vous savez, voilà, c'est pour ça qu'il y a des guerres, etc. Alors que non, c'est des problèmes géopolitiques, c'est géostratégique, c'est des choses comme ça. C'est le Congo, et surtout pour le Congo, c'est les matières premières. Il faut voler les matières premières, donc il y a plein de choses qui se passent qui sont brutales pour la population. Et donc je me suis dit, je vais commencer par les enfants, et j'ai écrit un ouvrage qui s'appelait Pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux. Une parabole sur la dictature, un livre illustré, tout simplement. Mais je voulais parler aux enfants, pour moi c'était une urgence. Je voulais d'abord parler à eux avant que je parle aux adultes. Parce que les adultes, ils discutent beaucoup. Ils ont beaucoup de préjugés, ils ont des a priori. Donc je dis que je vais commencer à parler aux enfants. Parce que là-dedans, on parle de quoi? On parle de démocratie. Dans cet ouvrage, on parle d'un lion qui veut faire le malin et puis il se fait déboulonner par la population de la jungle et de la savane. Voilà. C'est juste ça. Mais pour les enfants. Et par hasard, non, mais qui a marché tout de suite. Malgré que je n'avais pas de texte, j'avais comme l'intuition que je pouvais écrire quelque chose de lisible. Et peut-être même plus que lisible. Ça, je savais qu'il y avait quelque chose en moi de cet ordre-là. Donc j'ai sorti cet ouvrage. Et pour vous dire, à l'époque, j'étais clandestin, j'avais même pas de papier, quoi. J'avais pas de papier. Et le seul travail que j'avais trouvé, c'était videur en boîte. Oui, j'étais videur. J'étais dans des boîtes comme ça. J'ai pas de carrure, mais je faisais quand même mon travail. Mais j'ai eu mon premier prix littéraire pendant que je faisais ce travail-là. Je crois que c'est le premier videur de boîte qui reçoit un prix littéraire, je crois. Le premier dans l'histoire de la littérature. Et j'en sors mon premier prix littéraire. Et ce livre-là, il marche très très bien. Il est publié chez Gallimard d'ailleurs, le plus grand. Mais il y avait aussi cette ambition de pouvoir être publié. Donc je vais faire un travail valable. Donc il est sorti chez Gallimard en français, il est sorti aux États-Unis, il est sorti en Allemagne, il est sorti, je sais plus, il y a eu 5 ou 6 éditions comme ça dans le monde. Et donc je me dis, bon, c'est un bon signe, bon, je veux faire quelque chose. Et puis après, j'en ai sorti un autre sur l'immigration quand il s'agissait de la guerre en Bosnie. Et Bosnie et Kosovo. Yougoslavie à l'époque. Et donc je sors cet ouvrage, c'était en 2000, je crois. Et puis à un moment donné, bon, il fallait quand même attaquer le roman. Je vais quand même m'occuper des adultes, là, parce que j'étais là pour ça. Et j'ai écrit Mathématiques congolaises, qui est une parabole sur la... Mathématiques congolaises, c'est plutôt un récit qui parle d'un jeune homme qui est à Kinshasa, qui n'a rien, il a juste un livre de mathématiques, il est orphelin. Son père, il était professeur, il lui a laissé un livre de mathématiques. Et ce garçon n'a rien, il est complètement démuni. Et donc, il est orphelin, il squatte un endroit, un lieu dans Kinshasa, il vit avec les laissés pour compte de Kinshasa, avec la marge, il vit dans la marge. Et puis un jour, quand même, il y a un des conseillers du président de la République qui l'entend parler. Il dit, tiens, ce garçon est intelligent, et il engage à la présidence de la République comme conseiller. Mais lui, il ne connaît que les maths. Pour lui, les livres que son père lui a laissés, ça devient comme une Bible. Tout. Pour lui, il se dit que si les mathématiques parviennent à résoudre des problèmes, à calculer la trajectoire d'une étoile, donc j'ai utilisé les maths. C'était quelque part pour le personnage, mais pour moi aussi. Parce qu'il y avait ce double usage. Moi, j'avais besoin de pouvoir entamer une véritable carrière littéraire. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à écrire Mathématiques congolaises, j'avais déjà 50 ans. Quand il est sorti, quand j'ai terminé d'écrire, j'en avais 54. Dans 54, on ne peut pas attendre 3, 4 ouvrages avant d'être connu, avant d'être distribué, parce qu'il y avait quand même des choses à dire, j'avais des choses importantes à dire sur l'Afrique. Donc je ne pouvais pas attendre 2, 3 ouvrages, et puis il fallait que ce soit celui-là ou rien. Quand j'ai étudié, je me suis dit, je vais utiliser les mathématiques comme outil. Un outil de compréhension du monde, et un outil pour résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer dans le monde. Dans la vie
parle de manipulation politique, mais il se fait que ça se passait aussi pendant la guerre, quand on préparait la guerre en Irak. Et par exemple, pour vous dire comment ces choses-là fonctionnaient, il y a Colin Powell, on a tous vu Colin Powell avec sa petite bouteille, son petit flacon d'anthrax. Et ces schémas où il montre 3 véhicules, que si on met ensemble des 3 véhicules, bon, on a une arme de destruction massive. Bon, la même nuit, j'avais écrit une histoire dans le même genre, un type qui fait passer des résistances électriques pour des détonateurs. Alors le personnage principal, c'est lui, m'a dit, mais tu vas montrer ça à la télévision pour montrer que tu es journal, parce qu'ils avaient arrêté un Français. Il y avait un problème entre la France au conseil de l'ONU à Genève. Ils ont un conseil chaque année sur les droits de l'homme. Les conseils des droits de l'homme, tous les années, ils siègent là-bas à Genève. Et il y avait un problème, les Français accusaient les Congolais de ne pas respecter les droits de l'homme. Donc le conseil du président, il fallait absolument mettre la France en tort pour pouvoir casser les accusations de la France. Donc on arrête un Français, puis on fait passer des résistances électriques pour des détonateurs. On dit voilà, on l'a arrêté à l'aéroport avec ça. Le personnage, le demande à l'adjudant qui fait la manœuvre, là. Mais est-ce que tu crois que si tu montres ça, des photos de résistance électrique, si on fait passer ça pour des détonateurs, tu crois que ça va marcher? C'est ridicule ce que tu racontes. Le type, il fait non. Il dit qui a déjà vu un détonateur? Personne. Si on n'est pas militaire, saboteur, on ne peut pas savoir ce que c'est un détonateur. Comme une arme de destruction massive, bon, nous on n'a jamais vu. Colin Powell est venu nous raconter des conneries. Et tout le monde l'a cru, parce qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est une arme de destruction massive, évidemment. Et donc ça dit que mon roman a attrapé une certaine légitimité là. Et puis le livre est sorti. Donc c'est voilà la première lecture et la première écriture, ça passe par la guerre en fait, ça passe pas par autre chose, ça passe par le traumatisme, les traumas de la guerre. J'ai pas, comme je vous dis, moi je m'attendais pas à écrire dans ma vie, moi je voulais lire, c'est beaucoup plus agréable, c'est moins compliqué. Écrire, c'est l'activité la plus difficile que j'ai eu à exercer, je trouve. Donc voici, c'est ça un peu mon histoire et la littérature. Merci beaucoup, Jean. C'est intéressant parce que la première fois quand tu es devenu un lecteur, tu as choisi un livre parce que tu voulais lire un Africain. Et après, quand tu es devenu écrivain, c'était la même chose. Tu voulais quelqu'un qui faisait l'histoire de l'Afrique, de la littérature africaine. Et les deux moments, c'était avec la guerre, en fait, avec de la douleur. Donc, c'est une réaction, je pense, avec beaucoup de force. Et bon, c'est ton premier romance, non? On est ici avec Sara Ladipo. Elle a publié Independencia en espagnol. Et c'est aussi le premier romance de Sara. Je voudrais te demander, Sara, comme Jean, sur la force et l'énergie qui t'a levé à écrire. Pourquoi t'as écrit et ton histoire personnelle aussi. Quelle est la relation? Merci. D'abord, buenas noches. Et muchas gracias. Et bonsoir et merci beaucoup d'être ici. Je suis très contente d'être ici. Je comprends le français, mais je m'exprime mieux en anglais. Alors, je ne sais pas si c'est possible. C'est possible pour traduire Non. Non? Ok. Bon, moi, je le fais. C'est pas possible? Bon, en anglais, je le fais. D'accord. Ok. Désolée. On va réussir. Si c'est trop difficile pour toi, Emiliano, bon, je vais essayer papoter un peu en français. Alors, je vais parler français puis je vais switch into English. Okay. Tu m'as demandé, la question c'était à propos de pourquoi j'écris. So, when I'm asked this question, I always refer to Toni Morrison.
the Nobel laureate, who, am I hearing someone translate? You can do it. Okay, perfect, thank you. So I always refer to Toni Morrison, who says, if there's a book that you want to read and you can't find, write it. And so that inspires me in both my fiction and my non-fiction. And at the time when I started to write this book, Independence, well, it was two things, actually. I was writing a PhD, and anyone who's in academia knows academic writing is quite rigorous, and I wanted to be a bit more free. And so actually I started writing the novel as I was doing my PhD. And I wanted to write a story that was a love story at its heart. Should I start? I don't know if someone's translating or... Sí, está bien, que siga. Ahí están traduciendo, somebody's translating. Okay, great. So I wanted to write a love story because the stories I was reading... ¿No? Bueno, lo hago yo, ¿no? Es que la traductora que tenemos, de hecho, por si algunas personas no tienen traducción, traduce del francés al español, y si tienen preguntas al final va a traducir del español al francés. Okay. Pero no tenemos prevista una traducción al bueno, inglés. Ok, si lo hago yo. nos puedes apoyar con claro esto, que sí. Sería bueno, siempre que habla de por qué comenzó a escribir, piensas, you think in Toni Morrison, ¿no? I will do translation, I suppose. Piensas en Toni Morrison, that said that si hay una historia que necesites leer y no existe, escríbela, ¿no? Write the story you need to exist, ¿no? I got a little bit distracted before because I was watching the... If there's a book you want to read and you can't find, s'il y a un livre que tu veux lire et tu peux pas le trouver, alors essayez d'écrire. Sí, si hay un libro que quieres leer y no lo encuentras, escríbelo. And I was also doing my PhD. Y estaba haciendo su doctorado y estaba, como ustedes saben, el mundo académico es muy rígido y latoso, y ella quería sentirse más fría. So I wanted to, and I also wanted to read a love story. The stories that I was reading at the time from West Africa, and many stories from Africa, were mainly about war, famine, genocide. And those are important stories, but they're not the only stories. Y también le gustan mucho las historias de amor, y básicamente la literatura africana que ella había encontrado eran sobre guerra, hambruna, cosas que son muy importantes, pero no había historias de amor. And I have just forgotten what I was going to say. Love stories, you like love stories. Yeah, and I wanted a story with a main character that was Nigerian, and well, ignore that. Let me go back. Let me go to my life story. My father is Nigerian and black, and my mother is white and British, and I had met many interracial couples growing up, but I had not seen stories like that reflected in literature. And so I wanted to write a story that was like my parents, but it's not my parents. Bueno, déjenme hablar antes de mi historia personal. Mi papá es nigeriano, negro, mi mamá es inglesa, blanca, y he visto muchas historias como esas en esa generación, pero no he visto historias escritas sobre eso, y a mí aunque no es la historia de ellos, es un poco la historia de su generación. And I decided to set the story beginning in the 1960s, because 1960 was when Nigeria got its independence. And I was fascinated by the 1960s era. It was a time of women's rights. It was a time of civil rights. It was a time of independence movements. So around the world there was this great fervor, so I wanted to start my book in that period. Y quise situar la historia en los 60 porque es una década muy
convulsa con todas las independencias, guerras civiles, feminismo. Me parecía muy interesante situarlo en esa época. And it's interesting listening to Jean, and Jean talks about how he learned mathematics when he was writing Mathematica Congolaise. And I feel that I almost did another PhD in African history because I went deep in trying to understand the context that I was writing about, not just in West Africa, but also in England, what was happening then at that time. Y es curioso cuando escucho hablar a Jean sobre matemáticas congolesas, porque yo también casi hice un doctorado en historia africana, y no solo en historia de Nigeria, sino en general, porque también me puse a investigar mucho en lo que sucedía en Inglaterra, por ejemplo. ¿Ya están traduciendo? Ah, bueno. Somebody's translating. So one more thing about the title, Independence. I'm always drawn to titles that make you think. I can't think off the top of my head of a title in Spanish, or, 100 Years of Solitude, Love in the Time of Cholera. Those are stories, titles that make you think, so I've always been attracted to that. So I decided to call it Independence, because that word, and I think also maybe in Spanish, plays on the notion of dependence, independence, interdependence, and these were things that I was looking at with my main story of a couple that fall in love, as well as a bigger story about world events and the relationship between a colonial power and its ex-colony. So very briefly, I'll just tell you what the book is about. The book starts with Tayo Ajayi leaving Nigeria at the dawn of independence. He's won a scholarship to study at Oxford, and there he meets Vanessa Richardson, the daughter of an ex-colonial officer. And of course, they fall in love. And so it's a brave, but also a bittersweet love story that spans a few decades. And one last thing that I will say about why I wrote this story as well is I was thinking, not just that I wanted to write a love story, but I think it was a time of my life when I was thinking about relationships. What makes people come together? What keeps people together? Is there just one person that is the person for you? So all of those things and more questions was part of my motivation to write Independencia. And next time I come to Mexico, I will speak Spanish. You speak better than a few days ago. That's it. I can tell. Yeah, it's a very. I really like your book because it has. It's like a machine that happens. Some parties in England, some other parties in Africa, some other parties in the United States, and the identity and the dependence to the relations and the history and the contexts, they are changing all the time. And while the history also, the world goes on. No? So it has something about identity that it's always like pulling us in this mathematical system of how do we face the world. No? So I would like to ask you, I will do 2 and 2 or natural. No? This idea of social construction, as you already said the other day, how is social identities a construction? There's so many aspects of identity that one can discuss, but I will focus perhaps on race, because race and racial discrimination, because that is obviously something that's quite central to the story that I write. I think because of my life and the different places I have lived or visited, I
I've always been quite acutely aware of how socially constructed the notion of race is. So when I was living in Nigeria as a child, because my skin is pale, I was called Oyinbo, which in Pidgin English means, the literal translation means peeled skin or white. So I remember just as a child, I used to hate it because other children would sing this song. People who knew me or didn't know me, they would sing, Oyinbo pepe, if you eat pepe, you go yellow more more, which basically means you're so white, you know, you can't eat peppers, it'll turn you into a yellow thing. So, in England, in Nigeria, I was white. And then when I moved to England, I was suddenly black. And when I spent a year en France, depending on how I do my hair, I was Algérien, Maroc, and then, of course, when I live in America now, moving to America, really spending time understanding the deep history of racism. America was built on the backs of slaves, and that continues today. I missed one place out, which is Southern Africa. I'm married to someone from Zimbabwe, so I've spent a bit of time in South Africa and Zimbabwe, and under the apartheid system, I would be seen as colored. So people, when I go to South Africa or Zimbabwe, people are always interested in, do I identify as black? Do I try and pass as white? So I think I'm acutely attuned to the way people perceive one based on the color of your skin because of the different reactions that I have had as living as a black woman in different parts of the world. And that's just one axis of identity. We could talk about gender, we could talk about sexuality, we could talk about religion, and on and on. But I think what Emiliano is always getting me to say a little bit is to give you an idea of where I come from, so that you understand perhaps some of the ideas that have fed into what I write. Yes, and that happens a lot in the book, no? Because you move, so it's really interesting. Par exemple, dans ton livre, c'est plutôt microcosmique, je pense. C'est une négociation sociale du microcosme politique de Kinshasa, où peut-être il y a pas un roi, mais il y a un caractère important qui on ne le voit jamais, mais on le sent toujours. Et il n'y a pas de morale peut-être, il y a du cynisme, de la manipulation. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Pourquoi? Mais parce que je suis un rescapé quelque part. Je suis un rescapé. Alors, parce que moi, ces choses-là, je les ai connues parce que quand je vous parle de 1960, donc la première fois que j'ai quitté le pays, moi je suis le premier enfant de ma mère, mon père est congolais, ma mère est congolaise. Et puis elle a épousé un blanc après. Donc mon frère et ma soeur qui sont derrière moi sont métissés. Et donc ce qui s'est passé un jour, le destin, parce qu'il y a aussi sur la quatrième de couverture, dans l'édition française, et il y a une phrase, c'est « Nous sommes le jouet du destin ». Je crois beaucoup à ça. C'est le destin qui vous pouvez résister comme vous voulez, mais le destin est là. Et donc voilà, c'est ce destin qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce gars, ce blanc en question. Et donc le mari de ma mère, mon père si on veut, parce qu'il m'a quand même élevé, il avait un fils avant, il avait une autre fille, il avait une femme belge, il avait été marié avec une femme belge avant, et puis et il avait un fils qui en 1960 avait 19 ans.
19 ans, c'est le moment du service militaire. Le fils en question, il fait son service militaire et il se retrouve il avait choisi les paracommandos. Et la dernière phase d'instruction des paracommandos se passe au Congo. Comme on entend quand c'est une colonie, donc les soldats on les formait d'abord en Belgique, puis la dernière phase, on les envoyait dans une base dans le Katanga, sud-est du Congo, où on les formait aux techniques de la jungle, à l'escalade, etc. Parce qu'il y a des montagnes pas loin, il y a la jungle. Donc ils allaient là-bas pour pas faire leur formation. Donc quand la guerre éclate, les Belges décident d'envoyer des troupes au Congo. Les premières troupes qu'ils envoient, évidemment, c'est les mecs qui sont à Kolwezi. Et lui, on l'envoie pendant le Congo écran, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Il y a des lignes à gauche à droite, on l'a envoyé où? On l'a envoyé à 75 km de chez nous, de où nous on habitait. C'était une ville plus importante que la bourgade où nous on habitait. Et évidemment, le jeune homme en question, il n'avait plus vu son père depuis au moins une dizaine d'années. Et parce qu'à l'époque, on ne voyageait pas comme aujourd'hui, donc il ne voyait pas son père. Et il arrive là-bas et il apprend que son père, il se rend compte que son père est à 75 km de là où on est. Chez nous, 75 km, c'est rien. C'est un peu comme ici au Mexique, quoi. Et donc, il cherche un peu son papa, quoi. À 19 ans, c'est un bébé. Et vous connaissez le monsieur en question, s'appelle Monsieur Casse. Vous connaissez pas Monsieur Casse? Vous connaissez pas Monsieur Casse? Vous connaissez pas Monsieur Casse? Je cherche Monsieur Casse, je cherche Monsieur Casse. Les soldats congolais entendent que oui, voilà, il y a parmi les parabelges qui sont ici, qui sont venus nous attaquer, il y en a un qui, son père, c'est Monsieur Casse. Donc résultat, un jour, on est à la maison, tranquille. Tous les drames de ma vie sont arrivés comme ça. Enfin, ces drames de guerre sont toujours arrivés. Vous êtes tranquille comme on est ici, et puis brusquement on entend des coups de feu, et puis c'est les rafales, et puis on est tous couchés par terre parce qu'ils veulent coucher plus bas que la fenêtre, là. Parce que les balles. Et donc le gars, il cherche à eux, ils se disent bon, parce que lui, ce type-là, ce monsieur Casse est venu, il a envoyé son fils ici pour nous tuer, nous. Alors, ce que nous on va faire maintenant, c'est aller le chercher lui et ses enfants. Donc moi, mon frère et ma soeur, on va les tuer. Et je suis à la maison. Donc j'ai même pas 6 ans. Et puis je vois 2 véhicules qui débarquent à la maison, deux camions plein de soldats. Les soldats descendent. Moi, dès que je vois ça, je prends mon frère et ma soeur. Moi, j'avais mon frère avec 4 ans, ma petite soeur avait 2 ans. Et je les cache. On s'est caché dans un poulailler, en fait. Un poulailler il m'a fallu 50 ans pour me souvenir que c'était un poulailler. Tout ce que je me souvenais, c'était qu'on est rentré dans un trou. Et 50 ans, je vous dis bien. Ça m'est revenu un jour comme ça, mais le souvenir je l'avais complètement perdu. Je sais que on est rentré dans un espèce de trou. Et les militaires nous ont trouvés. Ils nous ont sortis du trou. Et ils nous ont mis... quand on est sorti du trou, de loin, je voyais ma mère, parce qu'on avait un grand jardin, un truc devant, on avait la route principale, il y avait un papa avait un magasin là. Il y avait des plantations et tout, mais il avait des magasins à gauche à droite, il y avait un magasin. Et de loin, je vois ma mère en train de pleurer, en train de supplier les militaires de ne pas nous tuer et tout. Puis les militaires qui nous ont trouvés, ils nous emmènent, ils nous regroupent. Et ma mère pleure, elle supplie, elle pleure. Et il y a toute une foule qui est là. À l'époque, on ne voulait pas entendre parler du blanc, donc tout le monde est en train de crier « Tuez-les, 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 tuez-les ». Et moi je suis tout bébé, quoi, tout petit. Mais j'avais 5 ans, mais j'avais quand même l'esprit assez clair. J'étais assez mature pour prendre mon frère et ma soeur et les cacher, quand même. Aujourd'hui, j'en reviens pas comment j'ai pu faire ça à 5 ans. Mais ça, c'est les circonstances de la vie. Mais c'est le fils là qui fait qu'on a été dans cette situation-là. Et pourquoi je rigole beaucoup? Parce que justement, quand je vous parle du destin, ça dit j'ai eu l'occasion de voir comment vaincre le destin, quelque part. On est le jeu du destin, on peut changer ce destin. Et là, c'est à travers ma mère. Ma mère, à un moment donné, donc ils sont là avec leur fusil. Et puis, il y a le magasin, il y a des soldats qui rentrent dans le magasin, mais ils reçoivent avec une machette. Ils reçoivent avec une machette. Écoutez, cette femme parle trop. Il faut en finir. Et ma mère, elle pleure, puis elle se retourne. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ce type avec la machette. Elle a arrêté de pleurer net. Direct. Ma mère aime beaucoup l'argent. Elle aime beaucoup l'argent parce qu'elle est partie. Et elle regarde ce soldat et dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Il dit,
tu vois, tu rentres dans le magasin de Montmaré, tu prends une machette, tu l'as même pas payée, et c'est avec ça que tu veux tuer ses propres enfants, avec la machette que tu payes même pas, mon vieux. C'est quoi ça? Chez nous, les Congolais sont assez machistes, c'est un peu macho comme ça, donc c'était la honte qu'une femme lui parle comme ça. Tu prends un truc gratuit et tu veux faire du boulot avec. Et puis, juste à ce moment-là, il y a une jeep qui arrive, toujours le destin, parce qu'on avait besoin de troupes là-bas pour la guerre qui était à la Nisala, une ville un peu plus haut. On avait besoin de renforts, donc il faut des renforts, il faut de renforts. Ce soldat, il est d'abord gêné de ne pas être, parce qu'un homme il doit pouvoir payer ce qu'il prend. Et en plus, faire une sale besogne. Le type a regardé ma main, il l'a traité de folle. C'était folle, on y va, on part. Et c'est comme ça qu'on a été sauvés. Et les femmes, on les traite souvent de folles. Une femme, quand on la comprend pas, elle est folle. Ça, c'est classique. J'ai entendu ça toute ma vie. Et la première fois que j'ai entendu ça, c'était avec ma mère. Mais alors, imaginez quand on était après des mois, quand on est à table et que on discute avec maman et qu'on discute de ce soldat, on rigolait. Emiliane. Donc, ce sont des choses où on était pliés en deux. Comment ce soldat avait été ridiculisé et comment nous, on est vivants. Parce que ça dit, quand je vous dis je suis un rescapé, ça a toujours été comme ça. Il y a eu les années 60, il y a eu 60, 65, 91, 93. Donc j'ai connu tous ces traumatismes, mais chaque fois on en réchappe. Et c'est ça qui me fait rigoler de la vie, qui me donne, parce que c'est vrai, quand on lit, moi j'écris des tragédies, j'écris pas d'histoires à l'eau de rose. Mais dans tous mes ouvrages, moi-même, ça m'étonne quelque part, mais dans tous mes ouvrages, on rigole beaucoup. J'ai écrit un autre ouvrage après mathématiques congolaises qui s'appelle Congo INC. Et je me souviens, je suis passé à une émission à la télévision française qui s'appelle La Grande Librairie. Et le présentateur, il présentait ce livre comme le livre le plus rigolo de l'année. Le livre, on rigole plus, mais qu'est-ce que je parle de la violence faite aux femmes, de la guerre, des mutilations, c'est quand même une guerre de 6 millions de morts au Congo qui se passe actuellement et que personne ne parle, dont personne ne parle. Et c'est ça qui fait peut-être l'humour dans mon... Ça dit, je ris du destin, le destin, il m'en veut, mais moi, voilà, le destin ne m'impressionne plus. Et je suis un rescapé, surtout parce que je suis un rescapé. Des gens qui ont perdu, j'ai connu beaucoup de choses, mais j'ai jamais perdu mon père ou ma mère ou un frère ou une sœur devant moi comme ça, non, jamais. Donc voilà, on a toujours pu transcender ces choses et du coup ça donne un esprit où je regarde le monde avec beaucoup de distance. Voilà, et tout est risible pour moi. Et quelque part, tous ces gens qui créent des grands drames, c'est risible. Comment est-ce que voulez-vous imaginer que voilà, je vais tuer 6 millions de personnes? C'est des faits de fou. Et c'est ça quelque part qui me fait rire. Et aussi, ces gens qui se sentent puissants, qui peuvent et se disent, moi je peux tuer les gens comme ça, on peut les mettre en échec. Ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout dans des circonstances de guerre et tout ça, en 91, 93, la même chose. Ça me se retrouve avec un fusil automatique en main, et puis voilà quoi. Donc moi il m'arrivera rien, et c'est un peu, je jubile quelque part de remporter ces victoires. Un jour ça marchera peut-être plus, hein, ça peut s'arrêter, mais entre temps je rigole. Et je rigole beaucoup, et c'est un caractère de mon travail, que moi-même je ne comprends pas vraiment, mais ça dit le monde est absurde. Moi je regarde beaucoup l'absurdité du monde. C'est l'absurdité du monde qui m'interpelle. Et que quelque part je veux un peu remettre cette absurdité, un peu de raison. Voilà, j'aime bien mettre un peu de raison dans le chaos dans lequel on vit, dans les systèmes politiques dans lesquels on vit, dans les systèmes sociaux dans lesquels on vit. J'essaie de mettre parce que je me bats contre ces choses-là qui peuvent nous créer l'exclusion et ces choses-là. J'en ris parce qu'il y a quand même des moyens où le peuple, nous les individus, nous pouvons transcender certaines de ces choses. Et donc je préfère en rire que d'en pleurer, parce que c'est vrai, c'est des choses à pleurer aussi. Hein, mais voilà, je préfère en rire. Je pleure hein, quand je suis tout seul. Je pleure beaucoup. Voilà, je suis content. Oui, c'est quand on observe l'absurdité et on l'explique, des fois c'est très rigolo, non? C'est une formule que tu as dans ton livre. Et il y a aussi une autre formule, c'est une autre métaphore, c'est les mathématiques.
C'est une façon d'expliquer l'absurdité ou de la gérer quand même, non? Il a géré, parce que les mathématiques ne souffrent d'aucune de légèreté ou d'absurdité. C'est très carré, les mathématiques. Donc je préfère, c'est pour ça que mon personnage et moi, parce que bon, il y avait le personnage qui avait besoin de mathématiques pour pouvoir réussir sa vie, et moi-même, je devais réussir mon ouvrage, j'écrivais sur cet ouvrage 50 ans, je termine à 54, aujourd'hui le mois prochain j'ai 69, donc je voulais une carrière littéraire, on la commence pas à 54 ans, oui peut-être c'est un Rimbaud, lui il l'a fait, mais il avait déjà écrit avant, mais quand il a commencé à être connu, il avait plus de 60 ans, quand il a eu son prix Nobel, pardon, il avait je crois 62 ans, quelque chose comme ça. Et moi, je pouvais pas, j'ai pris les maths justement parce que je pouvais pas me permettre d'arrêter. Je dis, mais quand est-ce que, parce que j'avais les choses que j'avais à dire, je les trouvais importantes. C'était pas des histoires légères, voilà, c'est des choses très importantes qui méritent réflexion. Il s'agit du destin des peuples, il s'agit du destin des individus. Voilà, quand tout est contre eux, mais comment faire pour survivre? Et donc j'avais besoin de quelque chose de très carré, de quelque chose. Donc j'ai étudié les mathématiques, parce que moi j'étais plutôt un littéraire à l'époque, à l'école. Mais donc les mathématiques, oui, je réussissais des démonstrations, je n'étais pas complètement nul non plus. Je réussissais, mais par rapport à ce que le professeur m'avait enseigné. Donc je suivais juste ce qu'il m'avait enseigné, et je réussissais mon équation. Mais je comprenais rien à ce que je réussissais, mais je comprenais pas comment. Alors, à un moment donné, j'ai dû étudier les mathématiques. Donc, sur les 4 ans, il y a peut-être une année à passer à lire des livres de mathématiques, comprendre les théorèmes, les théorèmes, etc., etc. Et comprendre aussi l'histoire du monde. C'est-à-dire parce que j'ai appris les maths en apprenant d'abord, à l'école, on vous balance une formule. Et puis, vous devez essayer de comprendre et vous devez résoudre des problèmes. Ouais, bon, c'était un peu compliqué. Alors, ce que j'ai fait pour bien comprendre la chose, j'ai commencé par étudier l'histoire de Thalès de Milet ou de Pythagore. Quand vous commencez à étudier l'histoire de la vie de cet homme-là, vous voyez le contexte politique, social dans lequel il vit. Et puis, à un moment donné, vous commencez à percevoir sa vision. Et quand vous avez perçu sa vision, la formule mathématique devient beaucoup plus simple. Et c'est comme ça que j'ai appris les maths, mais j'ai dû les apprendre sérieusement. Et je m'en sers comme je m'en sers comme de la philosophie, quoi. Un peu comme Descartes. Parce que Descartes, en fait, on sait qu'il est mathématicien, mais les mathématiques chez Descartes ne servaient qu'à étayer la philosophie. Il était philosophe d'abord, et les maths, c'était pour vérifier sa pensée. Ça lui servait juste d'instrument de mesure, c'est tout. Et disons, j'ai voulu faire un peu la même chose. Et en fait aussi, pour arriver à ce côté carré, comme on dit carré, tout le monde, les mathématiques c'est très rébarbatif, il y a peu de gens, je vous souvenez tous quand vous étiez à l'école que dans la classe il y en a un, deux, peut-être trois qui sont fous de mathématiques. Pour le reste, il n'y a personne qui aime ça. Et donc, du coup, mais en regardant la vie d'abord j'ai commencé en lisant leur biographie, on se rend compte que c'était tous des très grands poètes, c'était des fous. Des gens qui partaient dans des délires impossibles. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu de voir les Archimèdes, des machins, avec des Newton, tous ces gars, mais c'est tous un peu givrés, ces gars. C'était pas des gens normaux. Hein. Et c'était plus, pour moi, c'était plus des poètes qu'autre chose, et c'est comme ça que j'ai pu étudier ces mathématiques sérieusement. Mais au départ, c'était juste un postulat littéraire pour être sûr de réussir mon coup, que mon livre puisse être remarqué, que surtout je raconte pas de conneries, sur 300 pages. Well, actually, you were writing things. Maybe I don't need to ask you anything. I'll make your job easy. So, I want to continue this conversation around laughing not to cry and around the absurd. And I want to start by saying that one of the very special things about being published by Emiliano, Elefante Editorial, is that it's thanks to Emiliano that I have come to know more about Jean's work. And in a way, it's thanks to colonialism that those of us in the Anglophone world, we read just the Anglophone stuff,
And even though I can read French, I don't read that much in French. And so I really only began to know of Jean's work because of Emiliano. And I think that's, for me, such a powerful story and experience. And as I'm listening to Jean speak, I feel very inspired by Jean's story. It's a story of someone who has come through extremely hard times, and yet he has charted his own path, and he's bringing us these books, he's telling us these stories that are so profound and important, and that can inspire us. And as Jean was talking, I was thinking about the last book that I've written, which is a non-fiction book. And it's a book that Jean could have been in. Maybe I'll write a sequel. And it's a book in which I look at 12 people who have really inspired me over the years. And these are people whose paths have not been easy, and they have charted their own path. And at the end of it, we have something to celebrate. So in this book, I write about some people you will have heard of, people like Wole Soyinka, the Nigerian Nobel laureate, people like Toni Morrison, the Nobel laureate, died a few years ago, Michelle Obama. And these are all people that I have been lucky enough to meet and get to know over the years. So what I offer in this book are intimate conversations, sharing with readers what I have learned. And as Jean was speaking about some very hard things, I was reflecting on the conversations that I've had with people like Toni Morrison. And I remember one of the things that struck me about Toni Morrison was how funny she was. And again, it's in this spirit of you laugh in order not to cry. So I'm going to tell you a few stories. When I went to Toni Morrison's house a few years ago, I went to interview her, and I ended up spending the whole afternoon with her. And she was funny, she was generous. Before I went downstairs to where she works, I went into her bathroom. And in her bathroom, there were lots of pictures of people that she has met over the years. And there were pictures of Marquez, for example. There was pictures of Wole Soyinka. And I was struck by the fact that, so there were pictures everywhere, and then in the place above the sink, where you would expect to see a mirror, what do you think there was? Kind of close. What there was a picture of the letter that she got from the Nobel Prize Committee. It's telling her she had won the Nobel Prize. So that was there. And then above the toilet, guess what there was? The Nobel Prize. No, not the Nobel Prize. Not the Nobel Prize. There were two things. There was a picture of Muhammad Ali, beautiful black and white picture. So, you know, before Toni Morrison started writing, and she only published her first book a little bit before Jean, in her 40s, as opposed to 50s. She helped Muhammad Ali write an autobiography. So there was a picture of him, and then right beneath that picture, just above the toilet where you flush the toilet, was a framed picture of a letter that she had received from the Texas correctional facilities that had banned her books. So I give you this as an example of her humor. She was funny, 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 funny. And she was so funny that I felt I could ask her anything. So I asked her anything and everything. I said, how is it that you write about sex so well? And she sat back and she's like, so I said, can I ask you that question? And she said, go ahead. She said, it's been like 1,000 years. And so it was just so much humor. So that's Toni Morrison. I also think of another person that I write about in this book, Evan Mawarire, who is
Zimbabwean, and he was an ordinary pastor, and he became a social rights activist, protesting against corruption. This was under Robert Mugabe's regime. And he started a massive social media movement, the hashtag This Flag. Maybe some of you have heard of it. And it's a long story, but he was imprisoned, and when he was imprisoned, he was tortured and so on. And I was struck by, as I was talking to him and asking him about his experience, he focused on the funny parts. And again, it's the same kind of thing, like almost laughter in order not to cry. So I remember one of the stories he told me was that after he'd been imprisoned and he'd been brutalized, they took him in a bus, in a pickup truck, to take him to the court. And he was it was an open-air truck with heavily armored guards. And he was sitting with them, and they all had their, automatic guns and everything. And he just decided to say, guys, this is a tense moment because the crowds were beginning to gather around the courtroom. So the armed guards were probably scared too. So he said, guys, this is a tense time. I know you guys have family just like me. Why don't we just stop? Why don't we just sit? Why don't we say a prayer together? And he said, Sarah, you won't believe it. They put their guns down, they knelt on the floor, and we prayed. I mean, maybe that's not so funny, but it's like a scene out of a movie, and he focuses on that. I'll tell you one more story. So one of my favorite people in this nonfiction book is a woman named Willard Harris, and she's 103 years young. And she'll turn 104 in December. She does water aerobics twice a week. She's been learning to swim since she was a teenager. She still doesn't know how to swim, but she takes lessons all the time because she loves to be in the water. She started to learn to play the piano when she was 90 because she had arthritis in her fingers, and she couldn't be bothered to do the exercises she was supposed to do, so she plays the piano. And I go for a walk with her every week. And I remember the first time I met her, she mentioned, her husband had died of dementia when she was in her 80s. And she still jokes about him. But when I met her for the first time, she was 97. And she said, as I got to know her, she told me she had a man friend. She didn't call him a boyfriend, a man friend. And he was in his early 80s. And I said, wow, does he know how old you are? He's like, Sarah, I'll tell him how old I am. Sarah, I don't tell him how old I am. So this is someone who was born in 1919, the year that women got the right to vote. See, I'm almost speaking in Espanol. The year that women got the right to vote in America, except that for many black women, it's still a struggle to vote in some parts of America. She was around, she saw the Ku Klux Klan. She saw people lynched, evidence of lynching. She's gone through the civil rights, Malcolm X, Martin Luther King. She's seen Roe versus Wade. She's seen the repeal of Roe versus Wade. She's come through Donald Trump. She's come through Obama. She's come through all of this. She has a century of really hard things that she has endured as a black woman in America. And yet, every time I talk to her yesterday, and I said, oh, I'm talking about you. And she said, just go show them. Put some makeup on, look good, and
she's always joking. She's always full of joy. And so I think I'm going to stop now because I'm telling too many stories. But just again, looping back to Jean. First of all, Jean could have been in this book between Starshine and Clay. People that are powerful examples of they have come through. And it's hard stories. And yet we have something to celebrate at the end. Thank you. During these days, I admired you before I met you. Now, every day a little bit more. And I really like how you are a really good listener. It's a very important thing in life, and we lose it a lot of people. L'autre jour, quizás si alguien quiere, creo que nos estamos acercando al final también, si alguien quiere también preguntar, pronto, pues adelante, pero quiero preguntarle algo a Jean. Parce que comment faire, comment changer le monde en fait, non? Et tu m'as raconté cette idée de Casala, que moi j'aime beaucoup parce que ça a beaucoup à voir avec entendre et comprendre qui est l'autre personne. Oui, il y a aussi peut-être cette confiance en l'être humain quand même, parce qu'on sent quand même que j'ai une certaine confiance en malgré toutes les tragédies que j'ai pu vivre, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un amour de l'autre. Franchement, j'ai pas d'amertume vis-à-vis des êtres humains même. C'est pas que ça m'achète de tous les autres que j'ai pu rencontrer, qui ont pu vouloir bloquer ma vie ou me tuer ou tout ce qu'on veut. Parce que chez nous, on a un concept, vous savez, ici nous sommes dans une société judéo-chrétienne. Enfin, ici en Europe, j'habite en Europe, hein. Pardon. J'habite en Europe, et disons le monde, ça tourne un peu comme ça. Il y a ce christianisme qui a créé le bien et le mal. Il y a le bien, il y a le mal. Avec tout ça, le bien et le mal, après ça, il y a la culpabilité, il y a la rédemption, il y a la punition, il y a plein de choses comme ça. Et quelque part, chez nous, on a l'indulgence vis-à-vis de l'autre, on a un concept qui est tout à fait autre qu'on appelle le kassala. Le kassala, le système du kassala, peut-être on appelle ça autrement, peut-être dans d'autres pays de l'Afrique, mais au Congo, on appelle ça kassala. Le kassala, c'est quoi? Littéralement, ça veut dire c'est la louange à l'être, la louange à l'autre. Et ça se passe comment? C'est une réflexion qui m'est venue par rapport en discutant avec ma mère un jour. Je sais pas, je suis là, et puis là j'ai déjà 30 ans. Et, non, en plus, j'avais 40 ans là. J'ai dépassé 40 ans. Et un jour, je lui demande, moi je viens du Congo, au milieu du Congo, au centre du Congo, disons à l'intersection il y a le fleuve Congo qui fait, c'est un carré, le Congo c'est un carré, et le fleuve fait ça. Et il sort comme ça, donc c'est un espèce de serpent qui essaye de se mordre la queue comme ça. Et moi je suis né, il y a le fleuve Congo, il y a la ligne de l'équateur, moi je suis né exactement à l'intersection de la ligne de l'équateur et du fleuve Congo. Et je suis né un dimanche à midi. Donc c'est quelque part aussi un moment où la photosynthèse elle est terrible, c'est quelque chose de... Voilà, j'ai reçu le soleil en naissant, j'ai reçu le soleil comme personne parmi vous ici ne l'a reçu. Ouais. Et en plus la force du fleuve, parce que le fleuve c'est quand même quelque chose de... C'est un phénomène mythique. Le fleuve Congo, pour nous, il y a des esprits, il y a des choses, c'est une force terrible. C'est une force terrible. Souvent, quand je vais au Congo, je donne chemin au bord du fleuve. C'est là que je reprends ma force pour revenir en Occident. Et le kassala, donc nous on vient du milieu de la forêt. Forêt primaire, hein. Chez nous c'est la forêt. Si je vous rentrez 10 mètres, je vous tourne comme ça, je vous fais avancer 10 mètres, bah, vous êtes perdu, quoi. C'est fini. Comme ça, vous verrez rien. C'est vraiment la forêt. Et moi je suis né là-bas.
Sur mes papiers, c'est écrit, je suis né dans une ville. Mais en fait, c'est pas que ma mère, elle dit, bon, moi, je veux pas mettre l'enfant au monde ici, c'est mon premier enfant, je veux aller à la ville, dans un hôpital, me mettre au monde dans un hôpital, parce que là, on était dans un dispensaire, peut-être même pas un hôpital. Donc, je suis né en ville, mais en fait, je viens carrément de la forêt. Et l'homme que vous voyez ici, c'est un mec qui est né dans la forêt. Et aujourd'hui, il se retrouve ici à Mexico avec vous. Mais le Casada, c'est quoi? C'est-à-dire, je lui pose la question, je dis, mais vraiment, dans ton bled là-bas, dans ton village, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de prison. Comment vous faisiez pour régler les conflits? Et alors là, c'est le Casada qui rentre en jeu. Elle me dit non, chez nous, on n'a pas besoin vraiment de prison et de police. Il dit, quelque chose se passe. Emiliano commet un vol, par exemple, dans le village. Les vieux ont fait une enquête et on va se rendre compte qu'Emiliano a volé. Emiliano, c'est lui qui a le voleur de tel et tel objet. On va appeler Emiliano, comme on est dans cette salle. Je vais vous poser la question, vous connaissez Emiliano? Oui. Vous connaissez ses parents? Oui. Vous avez vu comment il a grandi? Mais oui, garçon bien élevé, un charmant garçon. Je dis, vous savez, le voleur, c'est lui. Avec le code pénal, avec la justice, vous commettez une faute, vous avez devant la justice, la justice moderne. Mais pour moi, c'est une justice complètement sauvage. On vous condamne, on vous reproche des choses, puis vous avez un avocat qui va venir parler pour vous. Avec l'avocat, il va vous trouver des circonstances atténuantes. Entre-temps, le juge, le procureur, lui, il va tout trouver. Voilà, à l'école, tu travaillais mal, tu as des problèmes avec tes parents, et puis à 16 ans, tu as commencé à fumer de la drogue, et là, il va chercher toutes les choses mauvaises de ta vie, le procureur. L'avocat, il vient avec 2-3 circonstances atténuantes, et puis ou bien on te fait payer une amende, ou tu vas en prison. Ça, c'est les deux solutions pour régler les conflits entre humains dans deux sociétés modernes. Et puis, bon, tu vas en prison, 1 an de prison, tu vas en prison, tu sors de prison, tout ce que tu vas dire à la société, écoutez, j'ai payé ma dette. Et tu peux continuer à être arrogant puisque tu as payé ta dette. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Quand on va déclarer que voilà, Emiliano a volé, chacun de vous va commencer à rappeler à Emiliano ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Emiliano, j'ai besoin de $10, c'est toi qui m'as donné, non? Oui. Emiliano, le jour où tu as pris ta voiture, tu m'as déposé à l'hôpital parce que j'étais mal. Oui. Toi, tu m'as aidé à peindre ma maison parce que voilà. Et on va lui rappeler, quoi? Qui il est vraiment. On va lui rappeler qui il est. Emiliano n'est pas un voleur. Chez nous, ça dit que la colère, par exemple, il y a un mot où ils vont dire la colère est étrangère. C'est-à-dire, la colère vient de là-bas, elle passe par vous et elle continue son chemin. Le lendemain, c'est fini. Ou 1 heure après, c'est étranger. Et cette pulsion de vol, c'est étranger aussi. Et chez nous, ça va encore plus loin. S'il vole par exemple une voiture, lui, il avait son pote à lui qui a une voiture, une belle voiture, décapotable avec ça, il drague les filles et tout. Donc Emiliano va voir ce garçon. Et il va être tenté de voler une voiture aussi pour faire comme son ami. C'est-à-dire que pour nous, nous sommes tous responsables. C'est parce qu'il m'a vu moi me faire le malin avec ma voiture, c'est ça qui va me mettre dans l'idée de lui aussi de voler une voiture pour faire le malin aussi. Donc nous sommes tous responsables. C'est pas individuel. Et on va lui rappeler, parce que justement, c'est pour ça qu'on va lui rappeler et le remettre, le rétablir. Et ça, c'est le principe du Casada. Et donc, il n'y a pas de... Et alors, après ça, quand on lui a expliqué tout ça, maintenant, la balle est dans son camp. Et lui, maintenant, Emiliano, il sait maintenant qu'il doit tout faire pour pouvoir retrouver sa place dans notre société. Retrouver sa place dans la société, il va trouver des moyens. Il va, comme on lui a dit, qui il est exactement, il n'a qu'à continuer d'être qui il est, l'homme qui m'a prêté $10, l'homme qui m'a aidé à porter un sac trop lourd, et on rétablit Emiliano. Chez nous, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça dit que les êtres humains, ce type avec sa machette là, d'ailleurs on voit bien que quand ma mère l'a ridiculisé, lui a montré son mépris, le type il n'a pas continué à son geste de tuer. Alors qu'ils tous étaient venus, ils ont fait 75 km pour venir nous tuer. Et ils sont repartis comme ils sont venus. Donc voilà, c'est rétablir l'être. Il n'y a pas de punition.
C'est lui qui doit tout faire pour revenir dans la société. Et puis c'est tout. Et tout est un peu comme ça. Par exemple, dans le Kassala, par exemple, les dommages de guerre. Les dommages de guerre, c'est le vainqueur qui paye les dommages de guerre. Les Allemands, avec l'Europe, ils ont fait la guerre, ils ont perdu la guerre, les Japonais ont perdu la guerre, ils payent. Je crois qu'ils payent jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont fini de payer, mais ils payent. Ils ont payé des milliards, ils ont payé depuis 1945. Ils payent parce qu'ils ont perdu la guerre. Chez nous, c'est le vainqueur qui paye. Pourquoi? Parce que si je coupe le bras de madame, son bras, il pourra cultiver 2 hectares de maïs. Les 2 hectares de maïs, madame ne va pas manger ça tout seul avec sa famille. Nous aussi, on va acheter du maïs chez elle. Voilà. Donc, nous tous, donc son bras ne sert pas à elle seule, son bras sert à toute la société. Donc, si moi je lui coupe le bras pendant la guerre, je paye ce bras. Autrement dit, quand on fera la guerre, c'est avec un minimum de dégâts. Plus vous faites des dégâts, plus vous devez payer. Parce que son bras n'est pas à elle seule, son bras nous sert à nous tous. Et c'est un peu toutes ces choses-là. On disait oui, l'esclavage existait en Afrique. L'esclavage n'existait pas en Afrique. L'esclavage, chez nous, on appelle ça les captifs. Et la guerre, ça se passe comment d'abord? Il y a 1000 guerriers qui vont se réunir, les 100, les 50 meilleurs de chaque côté vont se réunir au milieu, dans un champ clos, et dès qu'il y a un qui est blessé, c'est fini. Parce que ce bras, tu ne pouvais pas, si je l'ai blessé, c'est bon. Si je le coupe, je paye. Donc je vais juste le blesser, et c'est tout, et il a gagné la guerre. Et alors, parfois, on prend des gens, on les emmène. L'occidental va dire, il a pris des esclaves. C'est des captifs. Et les captifs, c'est vrai quoi? Je garde chez moi. Autrement dit, il vit avec nous, le captif en question. Le captif sert à résoudre les conflits. On va le garder X temps. Moi, je connais une dame, une amie à ma mère. Son père était captif dans le village de la mère de la copine de ma mère. Mais comme il était beau gosse, la dame du village l'a épousé. Du coup, les 2 peuples ne peuvent plus se faire la guerre, puisque le papa avait épousé une Gallia, la mère. Donc, le captif est là pour examiner, puis à un moment donné, on va le lâcher. Et lui, il va retourner dans son village et on va lui demander, mais ils sont comment là-bas? Il paraît qu'ils mangent les gens et tout, ils sont très méchants, ils frappent les gens et tout. Ah non, normal, parce qu'on est tous normal. Mais j'entendais qu'ils avaient des nouvelles armes. Oui, ils ont des nouvelles armes terribles. Ah, ok. Ils servent à régler les conflits. Ça, c'est le Kassala. C'est la louange à l'autre. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est au quotidien. Vous habitez ici, vous avez votre bus à 100 mètres. Quand vous allez sortir d'ici, madame, vous allez sortir d'ici, vous marchez pour prendre votre bus pour aller travailler. Mais quand vous sortez d'ici, vous allez recevoir la louange. Tout chemin, tous les voisins vont faire une louange. Et c'est comme ça et c'est pour garder l'être toujours, c'est peut-être pour ça qu'on peut sourire peut-être plus facilement et qu'on est plus joyeux et qu'on est moins torturé. Parce qu'elle va sortir, on va dire, hé, ma sœur, en tout cas, la coiffure que tu as, même la plus grande star d'Hollywood n'a pas une coiffure comme ça. Hé, ma sœur, ta démarche, ma sœur, en tout cas, une démarche comme ça, et puis, on va te faire la louange, jusqu'au moment où tu rentres dans ton bus. Et tu rentres chez toi, ta journée est faite. Et c'est ça, remettre l'être humain toujours, le remettre à sa place, le mettre en haut. Et ça c'est le contraire justement de la théorie du bien et du mal qu'on peut trouver avec le christianisme. Ça c'est le Kassala. Voilà, merci. Je pense aussi que la littérature, c'est un peu ça. Et ton livre, ce matin, tu parlais que l'idée de ton livre, c'était rétablir aussi beaucoup de choses. Non? Et bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec questions. On est ici avec. Can I just say one more thing to follow up? I think one of the good things about hearing so many stories and different stories from Africa is also you're getting a view of the diversity of thought and experiences. So this is a much longer conversation. I don't completely agree with what Jean was saying about slaves in Africa.
So, but I say that, we can have a much longer conversation. I say that to say that all black people and all Africans don't think the same and don't necessarily have the same experience. And I think that we need more and more stories. And also, it's a huge continent. You know, Jean may be speaking specifically for his region of Africa. I think particularly of West Africa. I think of Africans who were complicit in the Atlantic slave trade. And I think of traditions of slavery in West Africa. So I just wanted to highlight that, to say that it's important to get as many stories as possible and to know that not everyone thinks the same. I think what Jean was explaining with Kasala, it's such a profound and important concept. And I think we can learn a lot from it. As you were talking, Jean, I was thinking about, and I think about this a lot, our society, how, you know, many of the structures that bring us together so that we know what so-and-so's brother is doing or sister is doing, many of those structures, whether it's through the church or whether it's through the mosque or whether it's through a gathering like this or a sports team or, you know, a lot of those meeting places that bring people together naturally are disappearing. And again, this is another reason why I think these sorts of things are so important, because it brings people together. We're increasingly living, I think, we're increasingly living in silos where we're just with very few people. It's not a very integrated society. And then I think of social media, and I think of how it's so easy to abuse people, and you remain anonymous. And there's so much emphasis on righteous indignation. Oh my gosh, da 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 da, instead of what you were saying about, you know what, that person was so cool. That person was da da da. The ways that we talk almost encourage us to get on our high horse about X, Y, and Z, instead of to think of what brings us together. So again, I think you've raised a really profound, important idea and concept for us all to think about. And we're living in changing times. And what makes us so unique as humans, I think, is the fact that we have the ability to cooperate and work as groups. And you know, how do we do that more? And how do we learn from concepts that Jean has just introduced us to? About this, au sujet de ce concept, j'ai eu une fois un compliment d'une dame, une rencontre comme ça, et puis il y a une dame, vieille dame, elle vient chez moi, elle me fait... Parce que quelque part, avec le roman Mathématiques congolais, c'est le premier roman, ça veut dire qu'il y a aussi cette histoire, cette vision de l'Afrique, que le monde entier peut avoir sur l'Afrique. On a une vision très, très courte de l'Afrique, on ne sait pas ce qui se passe. Et il y a aussi un des premiers objectifs, en fait, le premier objectif de Mathématiques congolais, c'était rétablir l'Africain, l'homme et la femme africaine. Parce que justement, pour essayer de faire sortir le monde de la vision qu'on peut avoir, cette vision minimaliste de l'Afrique, encore il y a des guerres, des génocides, des ceci, cela, c'est des corrompus et tout ce qu'on veut. Cette vieille dame, elle me prend à part comme ça, elle me fait « Monsieur, j'ai aimé tous vos personnages, même les plus mauvais. » Et je crois que c'est ça qu'on doit sinon on peut pas rester objectif. On peut pas rester, et quelque part, je fais pas exprès, mais il y a des personnages dans un autre roman, de Congo Yetse, par exemple, mon second roman, il y a un personnage qui est terrible, criminel de guerre, un personnage terrible, mais n'importe qui, quand je le tue à la fin du roman, le personnage en question. Parce qu'il devait mourir, mais moi-même, ça m'a dévasté de l'avoir tué. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être triste quand vous allez voir cet homme mourir, parce qu'il s'agit d'un homme, tout simplement, d'un être humain comme toi et moi.
Et quelque part, nos espérances difficiles nous apprennent ça. Qui que vous soyez, vous pouvez être horrible, vous pouvez être... mais vous restez un homme, malgré tout. Et c'est quand je vous dis ça comme ça, vous doutez peut-être. Mais il faut voir, quand vous arrivez dans des circonstances comme ça, où la mort est là, etc. Et nous sommes des êtres humains. Et c'est peut-être là qu'on va le voir. Je me souviens à l'époque, moi je suis arrivé ici, je suis revenu ici dans ce pays en 93, un peu avant, caractère de 90, il y avait une bande de criminels qui sévissait à Kinshasa. Le type, un des gars s'appelait Bamolona, et il avait été condamné à mort. Et puis bon, on les exécute pas comme ça, donc ça prend du temps. Il est resté en prison quelques années, et puis il y a eu un changement de régime, donc ça tire dans tous les sens, et il s'est évadé de prison, comme beaucoup des prisonniers se sont évadés en profitant du chaos, du changement de régime, et il s'est évadé avec le président Kabila, après Mobutu. Et il a continué à faire ses exactions, et il se fait arrêter par le nouveau régime. Le président il dit on va les exécuter en public. Moi à ce moment-là, je suis déjà à Bruxelles. Et je lis ça quelque part, j'ai dit, ouais, ils vont les exécuter en public. Je dis, putain. Et c'est écrit au camp Tchatch. Et je connais le camp Tchatch, c'est un camp militaire. Je dis, s'ils les exécutent en public, ça doit être au chantier, à l'endroit où les militaires sont en train d'attirer. Parce qu'il y a un grillage, mais on voit ce qui se passe. Je dis, c'est ce moment-là, ils vont les mettre là contre ces espèces de montagnes comme ça. Et à l'époque, j'avais mon voisin qui était venu de Kinshasa et il est venu à Bruxelles. Ah, je viens chez toi, je vais squatter ton pas canapé. Je dis, bien. Et il habitait chez moi. Pendant le mois qu'il est resté là, il téléphone avec sa femme, et sa femme lui dit à S, il s'appelle S, il dit S, demain on va exécuter Balou. Mais tout le monde haïssait cet homme, ce Bamolona, parce qu'il avait tué des gens, il avait volé, il avait des hold-up, des braquages, c'était un homme vraiment horrible. Et donc tout le monde, quand on l'a arrêté, tout le monde était heureux qu'on l'a arrêté, c'est normal. Et la femme, Bernadette, Béa, on l'appelle Béa. Et Béa, elle dit oui, est-ce demain, nous allons tous aller voir l'exécution de Bamolona. Le soir, elle nous appelle, et son mari lui demande, tu as été à l'exécution? Et il dit oui, on a été à l'exécution. Et alors, elle dit, tout le monde pleurait. Tout le monde était content, ils sont venus là parce qu'ils ont dit, ouais, on va le voir mourir cet homme. Mais quand l'homme a reçu les premières balles, quand il a reçu les balles, tout le monde pleurait. Parce qu'il s'agissait juste d'un homme. C'est un homme. Et ça, on ne peut pas se départir de ça. Et peut-être pour ça aussi, l'indulgence vis-à-vis des êtres humains, voilà, c'est ça qu'il s'agit. Parce qu'on est... Quand cet homme dit aux soldats de s'agenouiller, on est des hommes. Et parfois, il faut savoir parler, et nous autres, nous écrivons. Elle a écrit l'indépendance, mais c'est aussi pour montrer notre humanité, cet homme noir, cette femme blanche qui se rencontrent à Londres, mais qui parviennent à créer une famille. C'est l'humanité. Alors qu'il y a le racisme. Moi, j'ai vécu les années 60. C'était une période, il y avait les Black Panthers, il y avait les Martin Luther King, puis Martin Luther King se fait tuer, les Mohamed Ali, on leur enlève son titre, Malcolm X se fait tuer. On lâchait les gens. Moi j'ai vécu une époque, dans les années 60, où on lisait le journal, bon, après les week-ends, il fallait lire les journaux, les news des États-Unis après les week-ends, c'est les lynchages. Mais si on ne parvient pas à conserver notre humanité, on ne peut pas vivre ensemble comme on vit ici. Et en fait, la littérature, c'est aussi le destin des hommes, ça a échangé. On est là, on échange, on parle. Mais c'est des miroirs, les livres sont des miroirs. Où il y a une partie où on peut se reconnaître. Mais les livres, c'est trop important. Moi, pourquoi est-ce que j'écris les livres? Parce que j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu être journaliste, ou parce que comme je m'intéresse beaucoup aux choses politiques, j'aurais pu être journaliste ou homme politique. Ça au Congo, ou même là où je vis en Europe, pour me battre. Mais j'ai rien trouvé de mieux, malgré la violence que j'ai connue. Moi, je ne veux pas Dominique Léros, je deviens écrivain. Et c'est la chose la plus... Il n'y a pas de meilleur média pour décrire l'être humain et approcher surtout l'être
Et nous, notre boulot, en fait, ce n'est que ça. Et on se rend compte à travers nos histoires que nous ne condamnons pas l'être humain avant de l'avoir compris. Voilà. Merci beaucoup. Bueno, pues algunas preguntas, si alguien, no sé qué tanto tiempo tengamos, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, en el idioma que sea. Hi. Thank you for being here. It's been really nice to listen to you. And I wanted to ask you, what is different in creative writing and academic writing, and what do these forms of writing share? Asking me? Yeah. Thank you. So what is different between creative writing and academic writing? I think everyone's experience will probably be different. I got bored with academic writing. I did my PhD very fast as well, maybe because I was a little bit bored. Also, I was pregnant, so it moved along very quickly. I think they're both hard. And in my case, actually, my PhD, I was looking at the experience of African students. It was a comparative study, of qualitative study, looking at the experience of Africans studying in America and in Europe and England, and kind of comparing their experiences. And in a funny way, it was because of the qualitative interviews that I was doing with many, many students from the present day, but also students who had studied in the 1960s, that was another thing that added to my desire to write a fictional story. But I want to ask you the question, are you in academia, or are you trying to decide between the two? Well, I'm a college student, but I'm not really in academia. So the two can go together. But, yeah. I mean, maybe another way of answering the question is writing is challenging, or I find writing challenging no matter what kind of writing I'm doing, if I'm doing fiction, if I'm doing non-fiction, or if I'm doing academic work. It's different sorts of writing, but it takes me a long time to process my thoughts. And, you know, in addition to what Jean was saying about reading a lot, for me, I listen a lot. I try, and I'm still trying to work on listening better, because I think listening better helps me to write better. Thank you. Bon, merci un peu d'être ici et de partager votre histoire. Et ma question c'est pour Jean. J'étais en train de penser à la littérature jeunesse. Et à votre avis, comment est la meilleure forme pour parler les enfants, surtout des questions de guerre et surtout des questions si difficiles à parler même entre les adultes? Donc, pour vous, quelle est la meilleure ou quel outil vous préférez d'utiliser pour leur parler de cela? La vérité, d'abord. Vous savez, nous les adultes, on peut être menteur, on peut être injuste. Les enfants ils ont très difficile à supporter l'injustice. Un adulte, vous lui faites une injustice, il va se taire. Il va se taire et il va s'écraser, et puis voilà, et ça s'arrête là. Mais les enfants, non. Un enfant, quand on voit un enfant pleurer, souvent c'est pour l'injustice. C'est pas juste, c'est pas juste. On entend souvent les enfants dire ça, c'est pas juste. Parce que vous l'avez puni pour, voilà. Vous êtes trompé en tant qu'adulte, mais quand un enfant dit c'est pas juste, il pleure. Et je pense que c'est d'abord, ils sont très sensibles aux problèmes. Vous savez, je crois que à force de grandir, on perd un peu cette liberté de choisir, justement, avoir la liberté de choisir la vérité ou le mensonge.
Parfois, en tant qu'adulte, on choisit le mensonge pour X raisons, pas les enfants. Ils ont encore cette pureté-là. Moi, je parviens à écrire pour la jeunesse. J'en ai pas écrit beaucoup, hein, j'en ai écrit 2, et là, j'en prépare quand même un 3e sur l'épidémie Covid, là. Avec, parce que ce même lion que j'avais utilisé pour parler de dictature, à la fin du livre, il est chassé, il part en exil, si on veut. Et là, il revient pour le Covid. Et le Covid, vous vous souvenez, au début, on a parlé du pangolin. C'est pour vous dire comment est-ce que les adultes peuvent mentir. Ils nous ont dit, ouais, c'est le pangolin, c'est à cause du pangolin qu'il y a le Covid, c'est le pangolin qui a amené le Covid. Bah, en Occident, je ne sais pas s'il y a des pangolins au Mexique. Non. Il n'y a pas. Le pangolin, chez nous, c'est l'animal le plus pur qu'ils ont. Le pangolin, chez nous, sur les chapeaux des chefs, le pangolin, ça se mange pas. C'est très bon. Mais ça se mange une fois de temps en temps, pour certaines occasions bien précises. Voilà. Pour certains rites, ou certaines, voilà, quelque chose de spécial, alors on peut manger du pangolin. Parce que le pangolin ne se chasse pas. Le pangolin, c'est le seul animal, dès qu'il y a quelque chose de traumatique, qu'est-ce qu'il fait le pangolin? Il se met en boule. Le pangolin se ramasse comme un fruit. Ça se chasse pas. Vous pouvez pas arriver au village avec 3 pangolins en disant oh, je suis un grand chasseur. C'est faux, on va se moquer de vous. Parce que le pangolin il se met en boule, vous prenez et vous partez avec. Et le pangolin, sur le chapeau de certains des chefs, il y a des peaux de pangolin. Il y a des morceaux de peau de pangolin. Le pangolin représente quoi? Il représente la cohésion sociale. Parce que vous avez les écailles du pangolin. Si vous blessez une des écailles du pangolin, le pangolin tombe malade ou il meurt. Ça dit que chaque écaille représente un individu de la société. Si vous touchez un individu, vous touchez à toute la société. C'est ça le symbole du pangolin. Autrement dit, cet animal ne pouvait pas amener le Covid. Le pangolin est trop fragile pour amener le Covid. Et l'adulte est dans le mensonge. Mais moi, je prends le pangolin parce qu'il ne ment pas. Et ceux qui connaissent, parce que bon, ils ont raconté ça au monde entier, mais ça c'est bon pour les Occidentaux. Nous qui avons des pangolins chez nous, on sait très bien, mais c'est quoi qui raconte que ce pangolin a amené le Covid? C'est faux. Le pangolin est très fragile, il est tellement fragile qu'il peut pas avoir, c'est pas un porc, c'est pas une chauve-souris, qui sont d'autres animaux quand même, un peu plus rébarbatifs. Le pangolin est pur. Le pangolin ne fait du mal à personne. Le pangolin est d'une fragilité énorme. Et le pangolin représente la cohésion sociale. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce pangolin et avec ce Covid? Ça a aidé à casser la société. Ça dit qu'il y avait, par exemple, ceux qui sont pour le vaccin, ceux qui sont contre le vaccin, ceux qui croient voilà. Ça a disloqué la société, cette épidémie pendant 2 ans, ça a disloqué pas mal de choses dans la société. Il y a des gens qui sont devenus des ennemis, parce que moi je veux pas le vaccin parce que j'y crois pas, moi je veux le vaccin parce que j'y crois, et du coup dans les familles on s'entend même pas, parce que, ou bien voilà, parce que chacun avait son truc. Et c'est un peu comme ça, je prends le premier roman, il y a des animaux, le second, il y a des animaux, et celui-ci, il y a encore des animaux, j'observe des animaux, parce que chaque animal a sa caractéristique. Et je me sers de ça comme voilà, j'observe des animaux, mais à ce moment-là, il faut bien connaître les animaux en question. Chaque animal dont je parle dans un livre pour enfants, je l'étudie à fond. Je vais dans la Bibliothèque nationale, je prends tout ce que je peux lire sur le pangolin, ou sur le singe, ou sur le ceci ou cela, parce qu'ils ont des choses chez eux qui sont beaucoup plus strictes que chez nous. Ils savent vivre en communauté, ils savent vivre en symbiose. Il y a des animaux, celui-là aide celui-ci. Il y a plein de choses comme ça où les animaux s'aident. Que normalement, celui-là devrait manger celui-là, mais ils ne se mangent pas parce que dans telle circonstance, ils ne se mangent pas parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Et donc, j'observe plutôt des caractéristiques de ces animaux pour pouvoir construire mon récit. Et voilà, mais parce qu'il faut rester dans la vérité. Et c'est pour ça que chaque animal, je suis obligé d'étudier à fond pour ne pas raconter des bêtises aux enfants. Et là, par exemple, je vous parle du
du Covid, je parlais de cette histoire de bouc émissaire. Il a servi de bouc émissaire pour dire c'est pas nous qui avons fabriqué le Covid, c'est lui, c'est le pangolin. C'est ce qu'ils ont fait. Alors qu'ils ont créé toute pièce le SARS-2, là, le truc qui a produit le Covid. Ça a été fabriqué en laboratoire, cette histoire. Et ils ont menti, ils ont mis ça sur le dos du pangolin. Voilà. Et donc moi je reprends juste ce pangolin et je crée mon histoire. Ça, peut-être Emiliane va le publier. je suis en train de... Voilà, ça sera la suite en fait de pourquoi le livro de Primo del Animal. Voilà. Bueno, pues no sé, yo creo que una más, si acaso, y ya después allá abajo podemos seguir charlando. Allá. Yo quiero preguntar primero al editor, o sea, ¿por qué estos dos historias, estos dos autores? Y también a la traductora. Es traductora, entiendo, ¿verdad? ¿Cómo fue trabajar con ellos dos, o sea, con ella, con él? Porque, bueno, pienso que son historias que más allá de la traducción también es como el tema cultural, ¿no? Para que uno acá lo entienda. Gracias. Yes. Bueno, tuvimos mucha suerte de que el Hay Festival sucedió hace poco y entonces sirve como catalizador para que todo el mundo una fuerzas. En Elefanta tenemos la colección de narrativa, está dividida por continente y hay una África y América. Y en realidad el origen de Elefanta es mucho publicar literatura africana. No es la única idea, pero creo que lo que sucede en África tiene un ADN muy similar al latinoamericano, ¿no? Se escribe en la lengua del colonizador, son países que están con mucha desigualdad, con mucha riqueza natural, con intereses extranjeros extrayéndolos. Aunque se habla y escribe en la lengua del colonizador, estas lenguas están enriquecidas por las lenguas locales. Hay mucha negociación simbólica y a veces cuando uno se mira muy cerca en el espejo no puede ver. Creo que el intercambio es muy enriquecedor, podemos aprender muchísimo, mucho más que leer literatura sueca, ¿no? No tengo nada en contra de los suecos, pero creo que hay un déficit de otras miradas que nos pueden servir mucho. Y coincidió por el Hay Festival que Sara, gracias al British Council, vino y Joan, gracias al IFAL, pudo venir acá y es increíble que podamos tener este diálogo y que ellos se conozcan también, porque a veces, como decía Sara, pues tampoco es que haya tanta interacción porque cada quien está restringido a su idioma, ¿no? Y bueno, los dos los tradujo Lucrecia, que está por allá, que se rifó, la verdad. No sé, yo no quiero responder por ella porque ella está aquí, no sé si ella quiere decir algo. Sí, bueno. O bueno, no sé, ¿quieres decir o...? Sí. Gracias. Bueno, estas dos novelas forman parte de un proyecto más amplio de 6 novelas de distintos países africanos. Se llama Las orillas desde las orillas. Y la idea es esta, como vernos en este espejo, como decía Emiliano, ¿no? Pero desde el total desconocimiento. Yo no soy especialista en ningún tipo de nada, de estudios de historia y nada. Todo ha sido un descubrimiento al paso de novela tras novela, del diálogo con cada uno de los autores, porque pues ha sido también poder platicar con cada uno de ellos, con el editor, con Emiliano, que es una mancuerna increíble, ¿no? Poder armar un proyecto así, y por ejemplo, con Zairi y Laura Irene y otros colegas que han revisado los manuscritos y hecho muchos buenos comentarios y otra gente alrededor. Entonces es un camino, en realidad, de aprendizaje en cada libro. Entonces viene desde la ignorancia absoluta hasta la ignorancia
prácticamente a una absoluta. I mean, I'm so glad that Lucrecia spoke. That's such a great question. And I just wanted to thank Lucrecia from both of us for the amazing translations that you have done. I don't know about Jean's experience, but I have been translated, I know that we have both been translated in other languages. I don't know his experience with other translators, but I've never had such an incredible experience with you that I actually think the Spanish translation is better than the English. and so, bravo. And while we're talking about translators, thank you so much to those who are translating. It's been a long period of work. It's not easy. And thank you. Thank you for making us all understand each other. Gracias. Bueno, los libros van a estar a la venta ahí abajo con una promoción especial que ahí les decimos, ahí abajo, van a hacer